2022. C'est mon deuxième jour de jeûne. Et donc là, il est... Quelle heure est-il? Il est 7h30 environ. Donc la nuit a été un peu rock'n'roll. Mais bon, ça fait partie du jeu aussi. Donc j'étais pas bien. En revanche, je me suis endormie très très tôt. Et puis, je sais plus, je crois qu'il était genre 23h50. Je me suis réveillée comme si c'était le matin. Et bon bah là, beaucoup de nausées. Là, j'ai un peu mal à la tête aussi d'ailleurs. J'ai un petit peu les maux de tête. Mais qui se sont quand même apaisés là depuis ce matin. Parce que là déjà, j'ai fait la douche et le brossage à sec. Le brossage à sec et la douche. Donc... toute la nuit là ça a été bon, je me suis même vraiment j'étais pas bien, je me suis j'ai eu vraiment la nausée aussi, beaucoup de nausées, donc mais bon, dans ces cas là pas de panique. Quand on sent qu'on n'est pas bien, bah déjà faut se mettre au sol premièrement, et puis s'allonger au sol. Donc soit s'allonger les jambes en l'air, moi c'est souvent ce que je fais, ou alors en se mettant, on roule aussi sur le côté gauche, hein, la PLS, ce qu'on appelle la position latérale de sécurité. Ça c'est plutôt en cas de vomissement, de ne pas s'étouffer. Donc c'est bien d'avoir la tête sur le côté. Là vous allez vous dire waouh, c'est quoi? Mais ça fait partie de la crise d'acidose, ce qu'on appelle, donc qui est là, qui peut être là, plus ou moins forte, ça dépend des personnes aussi, hein. Il y a des personnes qui c'est pas trop signalé, hein, où ça se manifeste pas trop. Il y en a d'autres pour qui ça se manifeste plus. Là, moi, je dois dire que cette fois, c'est un peu musclé là. C'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait. Et là-haut, il me disait, tu vois, t'as pas été réglo, ma fille, hein, tu le fais pas assez. L'univers est grand, vous savez, hein. Enfin, je sais pas si vous le savez, vous. Si vous savez ce que je pense. Moi, je dis toujours, l'univers est grand. Ce qui doit venir à toi viendra, mais il faut laisser aussi partir ce qui ne nous est pas destiné. Voilà, ça fait partie de ma philosophie. Alors là, je suis contente parce que déjà de vous parler, je reprends un peu le sourire, parce que là, putain, je me traîne un peu hein, quand même depuis ce matin. C'est pour ça que quand je suis en jeûne comme ça, moi, le matin, il ne faut rien me demander en général. Il ne faut pas rien du tout me demander. J'ai préparé l'infusion là. Comme ça, j'ai même fait mon lit, mais pas comme d'habitude parce que je vais aller me reposer à nouveau. J'ai vu qu'il y avait vraiment un très bon accueil de cet épisode. Ça vous plaît beaucoup apparemment. Le sujet vous plaît, c'est chouette. Donc il y a des questions qui m'ont été posées, je vais les préparer et comme ça je vais retourner un peu plus tard dans la journée pour déjà répondre aux questions. Il y a des questions, bon, dans la mesure de mes capacités, hein, bien sûr, parce que moi je suis pas non plus, je connais pas tout, hein. Donc je pourrais vous dire en fonction de ce que je peux connaître. Et là, pour le coup, je vais tricoter, je vais me reposer. Je vais même pas me mettre un petit film, je pense pas. Je vais juste voilà, profiter un peu du moment. C'est ça aussi, parce que là, je sens que vraiment cette nuit, ça a été la tempête. Hein. Là, ça a été la tempête intérieure avant de devenir le calme, parce que après, c'est le calme qu'il va y avoir. Et c'est ça qui est intéressant. Là. Voilà, petite bouillotte comme d'habitude. Après, ce sera irrigation et puis repos. Là, pour le coup, toute la journée, je vais essayer quand même de sortir une petite demi-heure dans l'après-midi. Mais le temps est mauvais. Il a plu hier soir, il a plu un peu cette nuit aussi, je crois bien. Donc c'est tout est mouillé à l'extérieur. J'essaierai quand même de sortir cet après-midi avant peut-être de reprendre, de continuer l'épisode du jour. Et puis je mettrai en ligne ce soir.
Voilà pour l'heure ce qui va se dérouler. Voilà le début de jeûne. Bon, faut pas que ça vous effraie, hein, parce qu'il y en a pour qui ça se passe pas comme ça du tout. Hein. Bon, c'est un peu violent cette fois, mais franchement, après, ce qui peut être embêtant en ce qui me concerne, c'est le mal de dos, parce que je sais qu'il y a une année où j'ai dû sortir du jeûne avant. Je suis sortie à 5 jours au lieu de 7 parce que vraiment j'avais la barre dans le dos et au niveau des lombaires et c'était plus supportable, donc je suis sortie du jeûne. Mais là j'espère que ça va pouvoir que ça va pas faire ça, parce que là j'ai déjà un peu mal au dos d'ailleurs. Mais bon, on va voir ça ensemble. Allez, à tout à l'heure. Donc me voilà pour mon deuxième jour. Donc vous avez vu déjà ce matin, c'était pas brillant, hein. Donc il m'a bien fallu toute la matinée, ça change pas. Vraiment, donc la nuit a été définitivement très rock'n'roll. Comment l'expliquer ça? Moi je cherche même pas à savoir, parce que bah, c'est comme ça. De toutes les façons, il n'y a pas deux jeûnes qui vont se dérouler de la même façon, on va jamais avoir les mêmes ressentis, donc j'ai pas envie de perdre du temps à chercher à analyser. En revanche, alors, donc j'ai eu des questions, donc c'est très gentil, merci beaucoup pour vos gentils messages. Il y a beaucoup de gens qui sont super intéressés en fait par le jeûne, mais aussi donc l'hygiène de santé en fait. Alors ça, moi ça me fait très plaisir parce que bah, c'est quand même agréable de pouvoir échanger et de pouvoir parler d'un sujet qui concerne tout le monde finalement. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de plusieurs choses, donc du ressenti bien sûr. Donc là, je ne vous cache pas que moi, je n'irai pas faire un marathon. J'ai essayé de sortir là tout à l'heure avec la petite. Bon, j'ai eu quand même des maux de tête. Alors c'est vrai que après l'irrigation, ça a déjà diminué. Et aussi ce que je fais pour les maux de tête, parce qu'il y a eu une époque où j'avais des maux de tête, mais ça, moi définitivement, je pense aussi que, alors il y a les migraineux, les migraineuses vraiment où il faut vraiment une piqûre parce que ça passe pas, mais quand on a vraiment des gros maux de tête, c'est soit parce qu'on fait de la détox, ce qui est mon cas aujourd'hui, soit à l'époque, moi j'avais des maux de tête, mais c'est parce que ça chapeautait en fait, hein, quand on n'est pas bien dans sa vie, quand on a beaucoup de choses, quand ça nous tracasse, et eh bien moi je sais que ça agissait beaucoup au niveau des maux de tête. Il y a d'autres personnes qui vont focaliser sur autre chose, qui vont avoir mal au dos, qui vont avoir mal ou là. Alors là, ce qui fonctionnait assez bien pour moi, c'était donc en aromathérapie, la menthe poivrée avec un peu de Golteri. Et ça, franchement, alors je sais pas, il y a Zouzoune qui pleure. À chaque fois que je me mets à tourner, elle pleure celle-là. Alors viens.
Allez, viens. Viens là, mon bébé. Allez, saute. Allez, allez. Allez, saute. Saute. Allez, Mimi. Allez. Oui. Voilà. Donc, Mimi est avec nous. Alors, je continue. Mon chéri, tu dis bonjour. Bonjour. Bon, je me suis mis sur le fauteuil aujourd'hui parce que hier par terre, au bout d'un moment, j'en avais marre et en fait, aujourd'hui, ça risque de durer aussi parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Alors, je reprends. Au niveau des huiles essentielles, moi, ce que j'utilisais beaucoup parce que maintenant, j'utilise plus parce que Dieu merci, je n'ai pas de maux de tête, sauf là aujourd'hui en cas de détox. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise menthe poivrée et Golteri. Alors moi je fais très simplement. Je sais que ça n'est pas forcément très... Déjà les huiles essentielles, vous savez qu'on les met toujours avec un petit peu d'huile. Elle, c'est parce que c'est trop fort. Alors, normalement on met toujours avec un petit... Parce que c'est très volatile les huiles essentielles, donc il ne faut pas les utiliser comme ça. Moi je le fais parce que là je viens de m'asseoir et que j'ai pas envie de refaire tout le bazar. Donc avec un peu de Golteri et menthe poivrée, moi c'est vrai que quand je mets au niveau des tempes, au milieu du front et au niveau du nez, en général ça fonctionne très très bien. On peut se le faire aussi si vraiment ça vous arrive souvent. C'est pour ça que moi je ne l'ai pas fait parce que ça m'arrive plus souvent. Je suis très contente d'ailleurs. Je fais des petits roll-on comme ça. Ça c'est des petits roll-on, vous savez, hop, tout simplement avec la petite bille. Vous pouvez trouver ça sur Aromazone, moi ça vient de là d'ailleurs, je crois bien, parce que ça fait très longtemps que je les ai. Et en aromathérapie, moi je trouve que, voilà, j'ai mon petit bazar là d'aroma, parce qu'il y a quelques années, j'ai eu la chance justement d'être en cours avec Christian Escriva, qui est un fameux aromathérapeute. Et j'ai eu la chance de pouvoir suivre 2 années chez lui. En revanche, alors c'est vrai qu'il a une approche de l'aroma qui est assez spécifique, très spéciale. Donc on ressort de là avec beaucoup, si vous voulez, d'apprentissage des plantes au niveau biochimique, mais pas du tout en tant que pour pouvoir faire des préparations, des choses comme ça. Mais c'est super intéressant, franchement. Voilà. Donc il a deux, enfin moi j'ai 2 bouquins de lui, puisqu'à l'époque, voilà, il y a ces 2 ouvrages là qui sont super intéressants, qui sont passionnants. D'abord, lui c'est un monsieur qui est de formation scientifique, hein, si je ne me trompe pas. Et d'ailleurs, voilà, d'ailleurs, ouais, j'avais un, vous voyez, ça remonte à 2012, 10 ans. Et c'était à l'époque, on avait donc cours les week-ends, un week-end par mois à Montsartou. Et j'ai un dédicace là, je sais pas si m'avait dédicacé l'autre. Oui, là aussi. 2012 aussi. Oh. Alors c'était une très belle aventure, c'était super. Bon, moi professionnellement je l'utilise pas du tout parce que il y a des personnes qui sont beaucoup plus aptes que moi à les utiliser et à travailler avec. En revanche, je trouve que c'est bien d'avoir ces connaissances. C'est pour ça que j'ai ma petite trousse là où j'ai les plus, celles que j'utilise le plus. Voilà, il y a la lavande de Séville par exemple. Il y a beaucoup aussi, ce qu'on utilise beaucoup et ce qu'on a beaucoup découvert avec Christian Escriva, c'est... Donc il y a la Ravensara évidemment, bien sûr, le Ravensara. Le sapin pectiné, j'utilise beaucoup. Enfin, j'utilisais parce que... la marjolaine à coquille. Alors ça aussi, c'est... Moi, il y a eu une période de ma vie où je prenais ça le soir pour m'endormir. Pour gérer le stress au moment de l'endormissement, j'adorais, ça me faisait grand bien. Donc la marjolaine à coquille. Ensuite, bon, le romarin, verbenone, mais il y en a une autre surtout qui
qui est vraiment topissime. Bon, bah apparemment je l'ai plus. Pourtant ça m'étonne. Alors il y a une huile essentielle dont on ne parle pas beaucoup, c'est le myrte. Ça c'est extraordinaire aussi. Et aussi, ce que j'utilisais beaucoup, c'était le petit grain bégaradier. Pareil, ça avait été une grande révélation, mais c'était vers 2010. Ça, c'est très bien, je trouve, si vraiment vous avez beaucoup de stress. Ça fait vraiment grand bien. Voilà, en huiles essentielles. Après, j'ai une autre petite composition que j'ai toujours dans ma trousse, que j'utilise depuis 2015, quelque chose comme ça je pense. C'est donc une synergie avec Kunzea, Fragonia et Ravinsara. Alors ce sont vraiment des huiles essentielles, vous lirez parce que moi je ne vais pas vous expliquer ce que c'est. En revanche, tout ce que je peux vous dire, c'est que moi je les ai beaucoup utilisées, j'ai beaucoup utilisé cette synergie. Et je l'utilise encore comme ça. Donc déjà, alors là, je l'ai dilué avec une huile végétale dedans. Et là, moi, je mets au niveau du nez aussi. Moi, ça fonctionne bien au niveau du nez. Je l'utilise beaucoup pour la confiance en moi. Donc la confiance en soi et aussi le côté féminin, etc. Le Kunzea et Fragonia sont des plantes qui sont très intéressantes. Voilà, après je ne vais pas m'attarder plus au niveau de l'aroma, juste comme je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les utilisent. En revanche, on a chacun un petit peu ses huiles préférées. C'est pour ça que il y en a tellement des plantes, et je dois dire que en finalité on utilise toujours les mêmes. Une fois qu'on a un peu une harmonie avec une plante, ben on va se tourner vers elle. Voilà. Alors, en bibliothèque aromathérapie, il y a le reflet, ça m'agace. Il y a donc l'aromathérapie exactement de Pénoël et puis Pénoël et Pierre Francôme. Alors ça, ce sont vraiment des aromathérapeutes fameux. Hein. Ce sont des grandes références dans le milieu de l'aromathérapie, de l'hygiénisme, de la naturo. Donc ça, alors là, c'est un livre qui est passionnant. Il faut, d'abord c'est un budget, et il y a vraiment la composition de toutes les plantes, ce qu'elles contiennent, donc les monoterpénols, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. En revanche, voilà, si on veut faire de l'aroma lambda, franchement, ça c'est trop, hein, ça sert à rien. Mais voilà, vous savez que ça existe. Moi, je vous donne ici hein, des pistes. Après, c'est à vous de les exploiter ou pas d'ailleurs. Mais voilà, juste savoir que ça existe. Et puis, donc en aromathérapie, on a quand même les 3 ouvrages. On a les 2 de Escriva et celui de Pénoël et puis de Francôme. Il y en a d'autres, j'en ai d'autres. Il y a Baudou par exemple qui est très bien aussi. Bon, après vous en avez aussi, j'imagine, hein, certainement. Il y a plein, il faut surtout trouver les ouvrages qui nous parlent. Alors en commentaire, c'était très gentil parce que j'ai eu des messages aussi. Voilà, où on me demande des choses. Et là, pour le coup, il y a une personne, je crois que c'est Patricia, qui m'a demandé si j'avais quelque chose par rapport aux bouffées de chaleur. Alors, par rapport, et j'ai vraiment récupéré cette question parce que d'abord ça nous intéresse beaucoup pour les femmes qui sont avec la préménopause et la ménopause. Donc c'est sûr que les plus jeunes ça ne les intéresse pas aujourd'hui, mais en tout cas si vous avez des oreilles, ouvrez-les et prenez les infos parce que ça peut vous arriver plus vite que prévu. En revanche, en ce qui nous concerne, voilà, pour les personnes en préménopause et ménopause, il y a des plantes qui sont très intéressantes. Les plantes, ce qu'on appelle les plantes féminines, alors en phyto cette fois,
avec il y a un bouquin d'ailleurs, bon, que nous on avait tous hein, en études, c'était le traité pratique de la phytothérapie. Voilà. Je sais le reflet, non. Donc de Dr Jean-Michel Morel. Alors là c'est pareil, c'est hyper intéressant. Et la phyto par rapport à certaines pathologies. Hein. Donc en phyto, on va avoir par rapport à la aux bouffées de chaleur, ce sont les plantes qu'on appelle féminines. Il y a le framboisier déjà, il y a l'érel aussi, et il y a l'achillée millefeuille, qui sont vraiment des plantes. Après il y a la sauge, mais la sauge attention, parce que pour les personnes qui ont des pathologies type cancer, il n'en faut pas. Hein. Alors ça c'est... voilà, donc là ce sont des teintures mères. Moi j'avais pris en teinture mère, je les ai comme ça. Et parfois j'en prends un peu. Voilà, j'ai les trois. Parfois j'en prends un peu, mais vous savez, moi je suis très mauvaise à prendre des choses tous les jours. Donc tout ce qui est complément alimentaire, j'en prends quasiment pas, parce que je n'aime pas prendre des choses chaque jour. C'est pas possible pour moi, ça m'amuse 2 jours, mais après ça m'amuse pas du tout, j'oublie, je prends pas, voilà. Et puis je pars du principe que le corps il a une fonction d'auto-guérison, qu'il a tous les moyens pour vraiment être bien. Donc les compléments alimentaires, il faut que ça reste vraiment ponctuel. Par exemple, je vous ai parlé du Pianto Saint-Joseph, je crois que c'est la semaine dernière je vous ai parlé ça, parce qu'en plus c'est très bien pour bien éliminer, bien évacuer pour les personnes qui ont un peu des soucis de constipation, soit occasionnelle, soit bon, chronique, ça va être un peu plus compliqué, mais en tout cas occasionnel, ça fonctionne bien. Donc ça, voilà, ça fait partie des compléments alimentaires qui sont, à mon sens, voilà, la base de notre pharmacie naturelle qu'on doit avoir à la maison. Après, il y aura peut-être d'autres petites choses, mais là, pour le coup... bon, après, il y a le Lota pour laver le nez chaque jour avec un peu de l'eau de mer. Mais ça, si vous n'avez pas le Lota, eh ben, vous prenez voilà, les marques un peu qui sont connues à base d'eau de mer. Mais se laver le nez, ça, c'est important aussi. Voilà, il y a des petites choses, il y en a plein d'autres. Hein. Là, c'est vraiment... donc Patricia, j'ai envie de te dire que tu as ces plantes-là, mais surtout, je connais pas du tout, c'est pour ça que c'est toujours très compliqué de répondre comme ça, parce que je connais pas du tout ni ta vie, ni ton hygiène de vie. En revanche, moi ce que je peux constater souvent, c'est qu'on peut gérer ça aussi avec un réglage alimentaire. Donc tout ce qui est excitant, les viandes rouges, les cafés, les thés, etc., l'alcool, alors attention, parce que ça c'est ce qui va vous donner des bouffées de chaleur, c'est clair et net. L'absence de sport, l'absence d'oxygénation, tout ça ce sont des choses qui vont aussi contribuer à faire qu'on a des bouffées de chaleur. Et c'est vrai, le sucre, arrêtez de bouffer du sucre parce qu'alors ça, alors déjà c'est pas bon pour les rides, et en plus pour donner chaud, il n'y a pas pire. Essayez, vous verrez. Hein. Moi, ce que je vous dis après, c'est toujours pareil. Hein. Moi, je dis rien, je dis ça, je dis rien, comme on dirait. Chacun fait comme il veut, mais essayez parfois de limiter tout ça, vous allez voir. Limitez aussi tout ce qui sont les fromages, le pain et tout, parce que alors tout ça, ce sont vraiment, c'est l'alimentation, la junk food, enfin, non, ça c'est pas la junk food, mais c'est l'alimentation qui va être vraiment très porteuse de bouffées de chaleur, de sueur, qui ont de l'odeur, etc. Donc, voilà ce que je peux répondre par rapport aux bouffées de chaleur. Ensuite j'ai eu une autre question qui était intéressante. J'ai un doute, donc dans le doute, abstiens-toi. Alors je m'abstiens. Alors un autre ouvrage aussi par rapport au côlon, par rapport aux intestins.
Moi, c'est un ouvrage qui n'a pas percuté chez moi, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont lu et il est très connu, mais je vous le repasse. C'est Le charme discret de l'intestin, qui est... voilà, moi, je ne suis pas rentrée dedans. Alors, je ne sais pas pourquoi, il faudrait que je me remette dedans, d'ailleurs. Parce que c'est sympa, c'est assez imagé, c'est une... Je crois que elle était étudiante en médecine à l'époque, hein, cette personne. Ah bah je peux vous lire la 4e de cours là si vous voulez. Surpoids, dépression, diabète, maladie de peau et tout. Bon, désolé. Et si tout se jouait dans l'intestin? Au fil des pages de son brillant ouvrage, Julia Anders, jeune doctorante en médecine, plaide avec humour pour cet organe qu'on a tendance à négliger, voire à maltraiter. Après une visite guidée au sein de notre système digestif, elle présente toujours de façon claire et captivante les résultats des toutes dernières recherches sur le rôle du deuxième cerveau pour notre bien-être. C'est avec des arguments scientifiques qu'elle nous invite à changer de comportement alimentaire, à éviter certains médicaments, ainsi qu'à appliquer quelques règles très concrètes en faveur d'une digestion réussie. Irrésistiblement illustrée par Jill Anders, la sœur de l'auteur, voici un livre qui nous réconcilie avec notre ventre. Voilà, hein, c'est une jeune femme qui est née en 1990, donc elle n'est pas vieille du tout, hein, ça c'est bien. C'est bien parce que ça prouve que les jeunes sont quand même portés aussi sur les intestins. Voilà, voilà pour les 3 ouvrages dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et puis, ben voilà, un petit peu d'aroma, un petit peu mon ressenti. Vous voyez que là il est 13h15. Je sais pas. Ah, Mimi, elle dort. Il est 13h15. Là, franchement, je commence à être bien. Mais toute la matinée, je vous avoue que j'étais bien tranquille. Mais ça, c'est normal. Ça va être les 3 premiers jours qui vont être comme ça. Donc, normalement, je pense que demain, ça devrait quand même aller un peu mieux. Parce que... mais j'ai quand même bien dégusté. Hein. Là, j'avoue que... Je crois que c'est le premier jeûne où je déguste autant comme ça. Bon, bah ça arrive. Hein. Comme quoi, on accueille. On accueille. J'accueille. Voilà, comme ça, je m'éternise pas trop là-dessus, même si ça reste quand même hein, le noyau central de cette semaine. C'est quand même le jeûne et avec le tricot. Alors le tricot, je vais en profiter aussi. Là, je vous montre, j'ai pu quand même tricoter hier. Hein, j'ai quand même pas mal avancé puisque là, j'en suis à ma mère de Jersey. Comme ça, je vais voir aussi à l'écran avec vous ce que ça donne au niveau des coloris. Parce que c'est vrai qu'à l'écran, souvent, on voit... Alors, j'ai réduit ma taille d'aiguille. Je suis passée à du 60, mais c'est un peu trop court. Je sais même pas si c'est du 60, je crois que c'est du 40. Voilà, donc moi, je continue, tranquillou bilou. Je suis à plus de 10 cm de dessous de manche. Et de ce fait, je sais que je suis à plus de 10 cm parce que, bon, j'ai pas mis mes repères, mais je vais les remettre après. Voilà, là, mon 10 cm, il est là, vous voyez rien. Et j'ai fait une diminution de chaque côté, dos et devant. Ça veut dire moins 4 mailles. Moins 4 mailles. Parce que je voudrais qu'il soit quand même un petit peu cintré. Je vais essayer quand même dans la mesure du possible qu'il soit pas trop long, pas trop loose. Je reste avec cette idée-là. Hein. Après ça peut changer, vous savez. Hein. Et de ce fait, j'ai envie qu'il soit pas trop large au niveau du buste. Donc j'ai prévu de faire 3 diminutions comme celle-ci tous les 10 cm. Ça va me faire donc, je vais compter je crois, 3 x 2, 6. Hein. Non, qu'est-ce que je raconte? Voilà, ça c'est quand, là c'est parce que je suis pas encore en mode machin. C'est 4 par diminution, donc 4 x 3, 12, c'est ça. Ça me fait 12 diminutions. Ça va quand même rétrécir en douceur.
Et après, je ferai un bas de côte. Alors, en quelle couleur ça va être la grande surprise du chef parce que j'avoue que... Où est mon sac à tricot? Je me fais un peu de bile. Alors, travailler avec les restes, ça c'est très sympa parce que c'est un challenge. Mais c'est un challenge aussi, moi, qui me stresse un peu parce que je sais pas comment... je sais pas. Je sais pas comment répartir les couleurs. Je me dis, est-ce que j'en garde un peu pour les manches? Est-ce que... Bon... Donc, bah, j'en reviens au même, je me dis, fais comme tu le sens, j'ai pas mal de vert sauge et puis de blanc, enfin de naturel. Alors, bon, je vais faire ça. La seule chose qui m'angoisse le plus, c'est de devoir vraiment utiliser beaucoup la corail. Parce que alors là, la corail, je te dis pas, là ça va castagner. En revanche aussi, ce à quoi j'ai pensé, dans le pire des cas, si vraiment, mais je voudrais vraiment éviter parce que j'ai pas envie de faire un mix avec une autre laine, j'ai quand même potassé mon dossier, à savoir que je pourrais tout à fait compléter, si vraiment, parce que je veux pas recommander pour de l'AR, ça, en tout cas pour l'instant. Tant que celui-là, je ne l'ai pas lavé, voir un peu comment il se maintient au niveau du temps, je veux pas parce que j'ai peur encore d'être déçue. Bon, après là, je suis avec de l'AR, ça c'est mon doute sweater. Là, c'est vraiment le pull doudou par excellence qui est parfait. Je suis ravie, mais il est en double. Il est en double, 2 fils de R. Moi, il n'a pas bougé, hein. Franchement, il est impeccable. Mais celui-là... comme je l'ai quand même déjaugé, je suis en aiguille 3,75 au lieu de 5 préconisé. Alors, je veux voir un peu qu'est-ce que ça va donner. Moi, ça me plaît, c'est vraiment étude du dossier. Moi, je suis ravie. Impeccable. J'ai aussi ici, ça, j'ai le petit, le Arwen là de Isabelle Kramer, donc ça je me le réserve pour chez Pénélope, à moins que j'ai envie de faire un peu de rang. Là j'ai fini mes côtes d'encolure. Moi je vous montre. J'ai fini mes côtes d'encolure. J'ai fait un petit peu plus que prévu parce que j'avais pas vu qu'elle avait... Je croyais qu'on était parti sur 2 cm. Bon en fait c'était 8 rangs. Bon enfin je dois pas être très loin. Voilà. Donc là, bon, vous y voyez pas grand chose, mais vous avez compris. Alors si j'ai vraiment envie de me changer un peu les esprits, éventuellement je peux faire, parce qu'il y a une petite rehausse à faire. De toutes les façons, il y a un moment donné où je pourrais pas le faire à l'atelier parce que il y a le yoke qui est quand même avec une belle dentelle et je suis pas sûre de pouvoir le faire en même temps en étant en groupe. Même si je place bien mes marqueurs à chaque répétition, etc. Je suis un peu sceptique, donc peut-être que je me garderai le yoke, toute la dentelle à faire pendant un week-end, par exemple, un week-end où il fait mauvais, ou un week-end où je suis tranquille. Et comme ça, bah d'ailleurs, ça pourrait être ces jours-ci d'ailleurs. En même temps que je vous parle, je réfléchis parce que là... Non, demain je suis pas tranquille. Et ça, c'est pas très bien, mais... J'ai une tâche à faire demain au matin, ça va, c'est cool parce que bah, normalement demain d'ailleurs c'est enregistrement de la 2e interview. Donc c'est pareil, je dis pas de non, je dis rien parce que tant que c'est pas fait, j'aime pas trop, c'est pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais bon, j'aime bien dire vraiment quand c'est fait. Ah mais c'est mieux aussi si je me mets plus près parce qu'il y a un peu plus de lumière. Du jour. Alors demain au matin 9h30, donc là il va falloir quand même que je réagisse, hein. J'espère que je vais pas être dans le même état que ce matin parce que sinon ça va être dur. Et après à 10h45 j'ai aussi une petite mission avec une amie, donc ça c'est pareil, je vous en reparlerai au moment venu parce que je sais pas si je vais relever le challenge de cette mission là demain. Ça va dépendre vraiment demain au matin comment je me réveille et comment j'aurais passé la nuit. En fait, je pense que j'aurais pas dû prendre à 10h30, 11h moins le quart, j'aurais dû prendre plutôt vers 13h30 parce que vous voyez là, franchement là je suis super OP là, je suis super opérationnelle. Mais avant, dur.
Alors aussi, je suis passée à la verveine menthe parce que le teint, je pense que un peu j'ai peut-être abusé hier. Et c'est peut-être pour ça aussi que cette nuit, j'étais dans un état. Donc aujourd'hui, c'est plus light. Depuis ce matin, je suis avec verveine menthe. Je reviens à mon premier amour. Ça. J'avais un truc à dire. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie tricot. Donc moi, je vais tricoter tranquillement. Là, je vais me faire mon après-midi. On est sorti quand même. Hein. On est allé prendre l'air avec la petite louloute. Et aussi, j'avais envie de profiter de ce moment, de ces jours-ci, plutôt que de faire tout d'un coup. Peut-être que je peux espacer. De vous faire la lecture sur le fameux dossier que j'avais mis de côté depuis, je crois que ça remonte à 2016, parce que c'est extrêmement intéressant. Alors, je vais vous le lire. Et puis en commentaire, c'est pareil, vous me direz si le genre de lecture comme ça vous saoule, ou si ça reste intéressant à écouter en fait, pendant que vous faites autre chose. Donc c'est un article qui est, c'est pas de moi bien sûr, c'est donc ergothérapie et tricot en psychiatrie, le renouveau d'un médiateur oublié, par Gaëlle Rioux, ergothérapeute, diplômé d'État, master 2 de psychologie clinique, centre hospitalier de Versailles 78. En résumé, la pratique du tricot en psychiatrie est ancienne. Autrefois utilisée à visée occupationnelle, cette activité est devenue aujourd'hui un véritable outil de méditation thérapeutique dont les richesses sont souvent mal identifiées, y compris par ceux qui la pratiquent. En ergothérapie, l'analyse d'activité nous permet d'identifier plusieurs composantes majeures du tricot: cognitive, comportementale, temporelle, sensorimotrice, sociale et psycho-affective. Ce regard nouveau sur un médiateur a priori désuète peut permettre de redonner au tricot toute sa place et sa pertinence dans les prises en charge d'ergothérapie en psychiatrie intra- et extra-hospitalière. Donc ça, c'était le résumé. Donc l'introduction. Le tricot, c'est bon pour la santé. Vous savez, ça on le voit partout maintenant. Peut-on lire de plus en plus souvent dans les magazines de presse féminine, ou encore le tricot s'invite en ville avec l'art du tricot graffiti. C'est un fait, le tricot est de retour et prendra progressivement une part plus importante dans nos ateliers à médiation thérapeutique, car les patients en sont demandeurs, aussi bien les femmes que les hommes à présent et de toute génération. Il est donc temps de se questionner sur les composantes de cette activité singulière et sur ses liens avec la santé pour savoir comment l'utiliser au mieux dans nos prises en charge en ergothérapie. Le prologue. S'il y a bien une activité que je n'aurais jamais pensé proposer un jour à mes patients, c'est le tricot. Entre l'image d'une activité chronicisante d'un autre temps et mon souvenir d'une mère tellement experte que je n'ai jamais osé tenter de lui ressembler, cette arrivée du tricot dans mon atelier après 16 années d'exercice est une surprise de taille. Mon atelier d'ergothérapie est situé au cœur d'un service d'hospitalisation constitué d'une unité fermée et d'une unité ouverte. L'atelier est dans l'unité ouverte, entre chambres et salles télévision. C'est un lieu vivant, à la fois dans et hors du service, où chacun peut entrer à condition de respecter le cadre et le travail en cours. C'est ainsi que pas à pas, une patiente est venue un jour me demander de lui réapprendre à tricoter. C'était un souvenir apparemment précieux à ses yeux, une sensation qu'elle voulait retrouver pour se prouver à elle-même
qu'elle n'avait pas tout oublié, qu'elle était encore capable de quelque chose. Enceinte de plusieurs mois, Madame B présentait un tableau dépressif sévère avec des propos préoccupants concernant son bébé à venir. Lors d'hospitalisations précédentes, elle s'était beaucoup appuyée sur les séances d'ergothérapie en tant qu'espace créatif pour exprimer ce qui ne venait pas avec des mots et pour mettre à distance ses angoisses. Elle pratiquait alors la mosaïque. Mais cette fois, les symptômes dépressifs étaient plus sévères, proches de la mélancolie. Le seul désir qu'elle ait pu formuler après plusieurs semaines d'hospitalisation a été ce souhait de tricoter. Plus précisément, elle voulait poursuivre une écharpe restée chez elle dans des cartons depuis plusieurs années. Devant son désarroi et l'inquiétude du médecin par rapport à la grossesse qu'elle investissait négativement, j'ai fini par sortir les aiguilles et décider de dépasser mes propres peurs. Au fil des mailles que nous avons tissées ensemble, chacune avec notre lien au passé, Madame B a transformé l'écharpe qu'elle se destinait en une couverture pour son bébé. C'est ainsi que l'histoire du tricot a commencé dans mon atelier. Depuis, l'activité a évolué, a véritablement contaminé et enthousiasmé les uns et les autres, patients et soignants. En cherchant à comprendre ce phénomène inattendu, j'ai découvert toute la richesse de ce médiateur ainsi que ses multiples indications en psychiatrie. J'ai choisi ici d'en faire une présentation assez générale, sans orientation conceptuelle déterminée, afin que chaque ergothérapeute puisse se l'approprier, quelle que soit son approche ou son lieu d'exercice. C'est intéressant, hein? J'aborderai dans un premier temps les différentes composantes du tricot, puis j'utiliserai un exemple clinique pour illustrer l'un des nombreux intérêts de ce médiateur. 1. Les composants du tricot. En ergothérapie, notre démarche de prise en charge se veut holistique. Elle prend en compte le patient dans son environnement avec ses besoins, ses attentes et ses motivations. Grâce à l'avancée des connaissances sur les maladies psychiatriques, nous avons bien conscience maintenant que notre intervention en psychiatrie doit porter aussi bien sur les aspects psychiques que sur des aspects physiques ou cognitifs. C'est le cas en particulier au cours d'une hospitalisation où les symptômes sont encore très présents, troubles mnésiques, insomnie, agitation, baisse de concentration, désorganisation, humeur triste ou exaltée, sans oublier les effets secondaires induits par les traitements médicamenteux. La diversité des composantes du tricot peut donc être intéressante dans de multiples situations cliniques telles que les troubles de l'humeur, les psychoses, les troubles de personnalité, les états prédémentiels, les deuils pathologiques, etc. Dans la pratique en intra-hospitalier, j'utilise cette activité dans des prises en charge individuelles au sein d'un groupe ouvert, essentiellement parce que le fonctionnement du service ne permet pas la mise en place de groupes fermés, mais aussi parce que cela permet d'adapter davantage à la symptomatologie et aux attentes de chacun. En effet, certains patients parviendront à rester une après-midi à tricoter alors que d'autres ne le feront qu'une demi-heure par jour. Certains auront besoin de ne le pratiquer qu'à l'atelier car ils ont encore besoin d'un guidage important, tandis que d'autres pourront poursuivre dans leur chambre en dehors de ma présence. Je mène donc des prises en charge individuelles limitées à 1 heure maximum et des prises en charge individualisées au sein de groupes ouverts. Dans ces groupes ouverts, chaque patient peut utiliser un médiateur différent et travailler à son rythme.
nous distinguerons 5 principales composantes cognitives, comportementales, sensorimotrices, sociales et psycho-affectives. La composante cognitive. Apprendre à tricoter a un coût cognitif très important pour la plupart des gens au niveau attentionnel, mnésique et praxique. Au niveau praxique, se familiariser avec un nouveau schème moteur prend du temps. Il nécessite une grande attention puisqu'il faut gérer plusieurs paramètres simultanément. Tenir les 2 aiguilles, tenir le fil en maintenant la bonne tension, piquer au bon endroit, faire glisser la maille suffisamment mais pas trop pour ne pas perdre les suivantes et répéter ce geste avec régularité. J'ai remarqué que cet aspect du tricot intriguait plus particulièrement les hommes. Leur motivation à vouloir tricoter tient souvent à cette démarche. Je voudrais comprendre comment ça marche. Comment c'est possible que ce geste produise une maille? J'ai d'ailleurs constaté que les hommes allaient rarement au-delà de cette étape de l'apprentissage de la technique et ils ne cherchent pas à produire une réalisation aboutie, mais plutôt à assouvir une curiosité. Sur le plan attentionnel, cette sollicitation est suffisamment importante pour ne pas permettre de penser en même temps à autre chose. L'attention est alors sélective. Le tricoteur débutant doit faire abstraction de toutes les stimulations environnantes, mais aussi de ses propres pensées, ruminations, délires. Une fois la phase d'apprentissage dépassée, le geste est automatisé par le cerveau et l'attention qu'il requiert toujours malgré tout peut alors être une attention divisée. C'est ainsi que les experts peuvent tricoter et parler ou regarder la télévision en même temps. Vous avez compris, hein? Beaucoup d'entre nous, nous sommes experts. Lors de la prise en charge d'une patiente en phase d'hypomanie, j'ai dû constater une amélioration nette et surtout inattendue à ce stade de sa capacité à se concentrer sur une seule tâche à la fois. Pendant l'apprentissage, j'ai privilégié des séances courtes, 30 minutes, en individuel. Une fois qu'elle a été plus à l'aise techniquement, elle a intégré des temps de groupe ouverts au cours desquels elle était tellement concentrée sur son tricot qu'elle ne réagissait plus aux stimulations autour d'elle. À cette étape, elle était pourtant encore très stimulable dans le reste du service ou si elle choisissait une autre activité dans l'atelier. Ce constat nous a donc beaucoup intrigués au sein de l'équipe. Les médecins et moi-même avons alors commencé à cibler davantage les indications du tricot, même en phase maniaque. Nous reviendrons sur le cas de cette patiente, Madame L, dans la présentation clinique en seconde partie. Sur ce plan des apprentissages, le tricot sollicite différentes capacités mnésiques, mémoire de travail, mémoire des différents points, mémoire lexicale. Le tricot a son propre langage, il implique de connaître un vocabulaire technique spécifique et de retenir chacune de ses abréviations. Il nécessite aussi parfois des calculs fastidieux avant et pendant la réalisation de l'ouvrage. Et moi, j'avais ajouté à cela l'apprentissage d'une langue étrangère parce que nous sommes nombreuses à pouvoir vraiment peaufiner notre anglais grâce à des patrons en anglais, mais ça peut être, on peut très bien imaginer faire la même chose avec de l'italien, de l'espagnol et pourquoi pas du norvégien, etc. Donc ça, moi, c'est ce que j'avais noté en complément de cet article, c'est que c'est très intéressant pour une langue étrangère. Il est donc peu recommandé de le proposer trop tôt à des patients déprimés qui pourraient alors être mis en échec. La capacité de représentation mentale est également importante. Il s'agit de pouvoir transposer une explication écrite ou un diagramme en une réalisation concrète
relié à la réalisation de chaque maille ou de chaque morceau tricoté, à une représentation plus globale de l'ouvrage final espéré. En hospitalisation, cette capacité est peu sollicitée, les projets restant assez modestes, la réalisation la plus fréquente étant un début d'écharpe ou une pochette pour téléphone portable, donc un simple rectangle tricoté en seulement quelques séances. Enfin, les fonctions exécutives sont bien évidemment présentes dans cette activité puisque la réalisation d'un tricot, même le plus simple, nécessite toujours une anticipation, une connaissance et un aspect des étapes à suivre pour aboutir à son but, puis une évaluation en cours de travail et les réajustements correspondants. Pour les patients souffrant de désorganisation, l'ergothérapeute doit compenser cette difficulté au début, puis progressivement s'appuyer sur la réalité concrète de l'ouvrage pour aider le patient à faire un véritable travail cognitif. Cet entraînement peut avoir en retour un impact positif sur la symptomatologie. Alors, S. Gutmann, ergothérapeute, en 2007, a effectué une revue de littérature sur les bases neurologiques des effets des activités en général sur la santé. Concernant le tricot, il a relevé une activation simultanée de plusieurs lobes. Ça, là, ce morceau-là, il est extrêmement intéressant. Il est vraiment, moi, quand j'avais lu ça, j'étais tombée de ma chaise et j'avais trouvé que c'était extraordinaire. Ainsi, le lobe frontal est sollicité pour l'attention et la planification. Le lobe pariétal pour les informations sensorielles et l'orientation spatiale. Le lobe occipital pour le traitement des informations visuelles. Le lobe temporal pour le stockage mnésique et l'interprétation du vocabulaire technique. Et enfin, le cervelet pour la coordination bimanuelle, la précision et la répétition régulière du mouvement. Solliciter l'ensemble de ces régions du cerveau stimule les connexions neuronales et permet donc de maintenir la rapidité et l'efficacité dans le traitement des informations. Rares sont les activités manuelles ou artistiques qui arrivent à stimuler simultanément autant de parties différentes du cerveau. C'est là un atout majeur du tricot. Voilà pour aujourd'hui ce que je peux vous dire. Et je reprendrai la lecture demain parce qu'il y a quelques pages. Et je pense que je peux tout à fait répartir ça sur plusieurs jours. C'est passionnant, hein, je suis sûre que vous tombez de la chaise. Alors là, j'ai un autre petit truc que je voulais vous lire brièvement. 3, 4, 5. Ça, c'était un autre article que j'avais récupéré. Alors, je ne me rappelle pas du tout d'où ça sort. C'était Tricothérapie, 5 bienfaits, les 5 bienfaits. Alors on a en 1 le tricot rend heureux, en 2 le tricot réduit le stress, en 3 le tricot fait du bien au cerveau, en 4 le tricot améliore l'estime de soi, et en 5 le tricot améliore notre agilité et retarde l'apparition de l'arthrite. Voilà, donc ça c'est un autre, après chaque point est un peu détaillé. Vous voyez, c'est ça. Je ne me rappelle pas où j'avais trouvé ça. Si ça vous intéresse, vous me le dites. Hein, je pourrais peut-être soit le faire passer. Ah, soit retrouver le lien. Mais oui, j'ai le lien ici. Justebien.fr. Voilà, si vous voulez noter. www.justebien.fr. Tricot, thérapie, 5 bienfaits du tricot. Vous pouvez le retrouver facilement. Ensuite, un autre petit... Ouais, ça je vous le lis vite fait. Activité manuelle autour du fil. Alors ça, en revanche, je sais pas d'où ça sort. J'avais dû récupérer ça. Créons ensemble de fils en aiguille. Il s'agit d'un atelier permettant la réalisation de travaux d'aiguille, broderie, tricot avec l'accompagnement de professionnels expliquant les techniques manuelles.
Une étude américaine a mis en évidence que les travaux d'aiguille répétitifs avaient des effets positifs sur la santé. Ils sont anxiolytiques et rendent les douleurs neuropathiques plus tolérables. D'après Monica Baird, spécialiste de la douleur, le fait de tricoter fait baisser le taux de cortisol, hormone du stress, tout en dopant la production de dopamine et de sérotonine. La répétition du geste de tricoter active les mêmes zones du cerveau que lors de la méditation ou du yoga. Cela contribue à diminuer le stress et l'anxiété et apporte un délassement de l'esprit. L'apprentissage des différentes techniques manuelles des travaux d'aiguille va permettre à la personne de se concentrer, de reproduire les gestes qui vont peu à peu construire le projet d'ouvrage envisagé. La réalisation va développer des mouvements fins des mains, des doigts et la coordination. C'est un moyen d'expression qui stimule la créativité. La réalisation d'un ouvrage et la satisfaction de l'avoir réalisé soi-même va contribuer à l'augmentation de l'estime de soi. Voilà, parce que ça au moins, c'est dit, c'est bien rédigé, c'est bien... Moi je trouve que c'est tout ça. Voilà. Voilà pour ma petite intervention du jour concernant ma semaine de jeûne et laine. Franchement là je suis bien, ça m'a fait beaucoup de bien en plus de tourner ce petit morceau d'émission. Et puis sur ce, je vais prendre mon tricot parce que là quand je fais la lecture je peux pas tricoter en même temps. J'ai ma bouillotte, ça c'est top. Et puis je vais continuer ma petite après-midi tranquillement. J'espère que pour vous, tout va bien chez vous, tout va bien de votre côté. Je vous laisse, je vous dis à demain. Tricotez, créez et partagez. À demain.